La production va reprendre dès janvier chez Ineos Automotive à Hambach. Elle était à l'arrêt depuis le 26 septembre à cause de la rupture d'approvisionnement en siège suite au dépôt de bilan du fournisseur allemand Recaro. La direction a annoncé hier par communiqué de presse qu'une solution a été trouvée. Objectif atteint pour la scierie Riemlinger de Montbronn. La charpente de la flèche de l'église de Rexingen est en place. Un travail complexe qui a nécessité de recourir à un mode opératoire pointu. La boccia séduit les écoliers de Sarreguemines. Aurélie Aubert, médaillée d'or aux Jeux paralympiques de 2024, est venue partager sa passion pour cette discipline. Cette rencontre privilégiée a permis aux 170 élèves de découvrir ce sport unique, à mi-chemin entre la pétanque et les échecs. À Sarreguemines, l'université populaire propose des cours innovants dispensés par une malentendante, une démarche qui fait de plus en plus d'adeptes. Les gendarmes ont mené une vaste opération de contrôle à titre préventif de l'éclairage des automobilistes sur 8 sites du département. Objectif, prévenir les risques d'accidents nocturnes. En cas de non-conformité, les automobilistes risquent 135 € d'amende et un retrait de 4 points. Le théâtre en plate continue de séduire à Sarreguemines. La troupe du Sacomina Plate Theata a donné 5 représentations au casino des Faïenceries. Après le théâtre, place aux échecs. Le Dominos Bar de Lemberg a organisé sa première rencontre et elle fut un succès. Près de 30 participants ont investi les tables, des enfants de 6 ans aux adultes. Merci d'être avec nous sur Mosaïque Cristal. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure d'information locale. En fin d'émission, ne manquez pas notre focus sur la Paulus-Mühle, une ancienne meunerie transformée en maison d'hôte de charme, nichée entre les collines de Sourthe. Allez, on commence avec cette bonne nouvelle pour l'économie du territoire. La production va enfin pouvoir reprendre chez Ineos Automotive. L'usine d'Hambach est à l'arrêt depuis le 26 septembre à cause de la rupture d'approvisionnement en siège suite au dépôt de bilan du fournisseur allemand Recaro. La direction a annoncé hier par communiqué de presse qu'une solution a été trouvée et que la production du Grenadier et du Quartermaster reprendra en janvier. Les deux modèles produits exclusivement ici à Hambach sont commercialisés dans 50 pays, notamment aux États-Unis. Un marché en plein essor est désormais dans 2 nouveaux marchés prometteurs, la Chine et le Mexique. Autre bonne nouvelle, la charpente de l'église de Rexingen est désormais en place. Défi relevé par la scierie de Montbronn après un travail de longue haleine où le droit à l'erreur n'existe pas. Les détails dans ce reportage de Francis Hoffman et Marie-Morgane Pires. Il y a quelques jours, la flèche de ce clocher était encore en construction à la scierie Riemlinger de Montbronn. Aujourd'hui, elle trône sur les hauteurs de l'église de Rexingen, une petite commune de la proche Alsace. Une charpente complexe qui a nécessité la préparation d'un mode opératoire pointu. Pour faire simple, les étapes elles sont de prendre toutes les cotes avec précision, modéliser tout ça, préparer tout ce qui est fichier d'usinage et après un gros assemblage, puis levage et pose. La scierie Riemlinger prépare et pose une centaine de charpentes par an, en général pour les particuliers et les collectivités. Les charpentiers ont l'habitude de certaines complexités, mais réaliser la flèche d'un clocher est rare et nécessite quelques précautions très particulières. La plus grande difficulté, savoir comment est-ce qu'on va le lever, le transporter, le lever. La technique qu'on allait utiliser pour qu'il soit bien droit quand on allait le poser. Pour que les grues supportent bien, pour qu'on soit sûr qu'on le pose bien à la verticale et pas légèrement en travers. Être sûr que ça colle le jour J. Et se rattraper dans les mortaises qui sont restées en place quand on a posé cette charpente. Être sûr que ça colle le jour J, c'était le défi de ce genre de réalisation. Aujourd'hui, objectif atteint, le chantier reste une grande fierté et la maquette imprimée en 3D en est le témoin. À côté du bureau, le va-et-vient des lames de scie rappelle que le carnet de commandes est chargé. Pour l'instant, on a un carnet de commandes qui est bien complet jusqu'à, on va dire, la fin du premier, deuxième trimestre de l'année prochaine. On s'en sort bien, on n'a même pas assez de monde pour arriver à suivre. Quelques 1000 troncs d'arbres sont transformés en charpente par an. Que des bois d'ici qui font moins de 50 km pour arriver chez nous. S'il reste encore un détail à régler sur la flèche de l'église, on prépare déjà le toit qui recouvrira la maison de l'homme et de la nature à Sturzelbronn. Elle a remporté la médaille d'or des derniers Jeux paralympiques. Aurélie Aubert, championne de boccia, a partagé sa passion pour cette discipline sportive auprès des élèves sarregueminois. Un moment d'échange privilégié organisé dans le cadre du Festival international du film sur le handicap. Retour sur cette rencontre unique dans ce reportage de Camille Henriot.
Visiblement, Aurélie Aubert a déjà son fan club dans les gradins. Photos, portraits ou pancartes en main, ses élèves attendent avec impatience la venue de la championne. Sa passion, c'est la boccia. Ça ressemble à de la pétanque, mais en réalité, les règles sont bien différentes, car c'est un sport paralympique unique en son genre. La boccia est un sport qui se joue uniquement assis. Le but étant de lancer le jack et de faire en sorte que les balles suivantes viennent s'y rapprocher le plus possible. On peut y jouer en individuel, en duo à 2 ou alors en équipe, en team à 3. On le verra tout à l'heure, on aura des teams qui viendront jouer, qui se placeront donc sur le terrain et qui seront arbitrés par Claudine qui est entraîneur mais qui est également arbitre international, elle a son diplôme. Des démonstrations étaient prévues d'abord avec les jeunes de l'IME Saint-Avold pour la première partie. Maintenant tu lances ta balle. Puis une seconde partie, un peu plus corsée, entre la championne paralympique et les champions de Moselle venus de la résidence du centre, dont 2 joueurs centenaires. Puis un moment d'échange a eu lieu avec le public. Les questions ont fusé du côté des enfants, tous curieux d'en apprendre plus sur le parcours exceptionnel de cette championne, médaillée d'or lors des derniers Jeux paralympiques en catégorie BG1 et déjà 20 médailles à son actif. Au total, près de 170 élèves sont venus assister à cette rencontre. Tous étaient ravis de faire sa connaissance. J'étais très contente de rencontrer une championne et c'est pas tous les jours aussi qu'on fait ça. Et j'étais très surprise et aussi très contente. Ça fait bizarre de voir le match et de voir comment elle tire. C'est étonnant de voir que quand elle tire, elle est toujours à au moins 10 cm du jack. Et ça fait aussi plaisir de rencontrer une championne paralympique. Je trouve ça génial de faire découvrir le sport aux enfants. Ça permet qu'ils aient une ouverture d'esprit sur le handicap et je trouve ça très intéressant. C'est ce que j'adore dans la boccia. Et les plus chanceux ont même pu repartir avec leurs photos dédicacées. De quoi immortaliser cette rencontre avec la championne paralympique. Que diriez-vous d'apprendre à parler le langage des signes? Sachez que c'est possible à Sarreguemines. L'Université populaire propose des cours ouverts à tous, encadrés par Danielle Wagner, elle-même atteinte de surdité. Et vous allez voir qu'ils attirent de plus en plus d'adeptes. Marie Vin y a assisté avec les débutants. Chaque mercredi pendant 2 heures, des apprenants de tout âge se réunissent pour apprendre la langue des signes. Des sessions qui sont l'occasion de créer des liens, de favoriser l'inclusion et d'enrichir la culture de chacun. C'est une langue qui est attirante en fait, parce que on observe beaucoup, dans l'expression, et il y a beaucoup de communication, même plus, j'ai l'impression, parce qu'on doit vraiment observer l'autre et être attentif à l'autre, et je trouve que c'est une manière de communiquer très intéressante. Et pour certains, c'est dans la vie professionnelle que ces bases peuvent être utiles. Pour moi, et par rapport à mon travail, c'est pour aider et essayer de rompre l'isolement social des personnes qui sont sourdes ou malentendantes pour pouvoir communiquer avec elles ou essayer de communiquer avec elles. Je suis amené à accompagner des personnes qui sont sourdes, profondes, et le fait de suivre la formation peut m'aider à communiquer plus facilement avec eux. Qu'est-ce qui est difficile? Parfois la coordination, essayer de reproduire ce qu'on voit, et parfois ça peut être un peu compliqué. Le cours est encadré par Danielle Wagner qui enseigne la langue des signes depuis 4 ans. Elle-même sourde, elle nous fait part de l'importance d'apprendre cette langue. Une belle opportunité d'apprentissage, mais surtout de rencontre et d'inclusion au-delà des mots. On en vient à cette grosse opération de prévention. Les gendarmes ont mené récemment un vaste contrôle au bord des routes pour vérifier les éclairages des automobilistes. Ils étaient présents simultanément sur 8 sites, dont Famec, où s'est rendue Elisa Wittich. La nuit tombe de plus en plus tôt et les automobilistes oublient parfois qu'il faut être vu pour bien voir. C'est un dispositif alternatif aux poursuites, c'est-à-dire qu'on va contrôler les gens, prendre leurs coordonnées
leur demander de se mettre en règle durant la semaine à venir. Je vais vous le montrer quand même, monsieur. Ouais, j'ai commandé l'ampoule. C'est pour ça que je vous ai fait un appel de force. D'accord. Donc là, je vous laisse vérifier. Ouais, Je vais vous demander de me présenter votre permis de conduire, la carte grise, s'il vous plaît. Bien sûr. Un éclairage défectueux ou un mauvais usage des feux peut engendrer une contravention à hauteur de 135 € et un retrait de 4 points. Mais sur ce contrôle, les gendarmes ont choisi la prévention à la sanction. Finalement, je ne m'étais pas forcément rendu compte que mon phare était cassé. Je vais le changer et ça va pas me coûter plus cher que ça. Ils sont là pour notre sécurité, donc en soi, voilà. Je suis pas à l'encontre de me faire contrôler. Au total, près de 90 gendarmes mobilisés sur 8 dispositifs en Moselle, un contrôle d'ampleur mené au moins une fois par an. C'est un moment d'échange qui permet de faire le point sur l'éclairage et ils ont 7 jours pour pouvoir remettre leur véhicule en règle et dans ce cas-là, il n'y aura pas d'amende et ils pourront repartir sur la route en toute sécurité. L'année dernière, 80% des usagers contrôlés s'étaient présentés en gendarmerie pour attester de leur remise en règle et donc éviter l'amende. Juste remettre le contact, allumer les phares, tiens, je te laisse contrôler. Partons au théâtre maintenant, direction le casino des faïenceries de Sarreguemines. La troupe du Sagomina Plat Theater vient d'enchaîner 5 représentations de sa nouvelle pièce. Une histoire comme d'habitude riche en couleurs et en rebondissements. Écoutez ces spectateurs interrogés par Guillaume Dumonteil. Ist unser Bo gar nicht daheim? Ja, das geht mir aber runter. Der ist gewöhnlich am Wochenende, ist der immer daheim. Hallo mal da! Mama, Papa! Oh Jesus, so hast du umgehend. Ja, was machen denn ihr schon da? Bist du verletzt? Nein. J'ai retrouvé mon guide! Nathalie! Je trouvais bien. Très belle pièce ce soir, très belle. On a rigolé toute la soirée. Tout est bien. Moi, j'ai trouvé. Elle était pas mal du tout. Vraiment bien, si. Honnêtement, très très bien. Bons acteurs et puis la mise en scène et tout, vraiment bien. C'était une très belle soirée, c'était super. Voilà, je trouve que c'est très important qu'il y ait encore du théâtre en patois. Et vraiment, c'était vraiment génial. On a bien ri, on a passé une belle soirée. Est-ce qu'il y a d'autres pièces que vous allez voir, d'autres troupes que vous suivez ? Oui, je fais partie de la troupe de Bette Miller. Et puis voilà, et puis ce soir, on est venu en nombre soutenir la troupe de Sarreguemines. On vient aussi les soutenir, ils viennent nous soutenir pour notre association. Et puis on adore les voir. Qu'est-ce qui vous incite à venir ici ? Je suis sarregueminoise, j'ai moi-même joué au théâtre aussi déjà il y a très longtemps. Dans cette troupe-là aussi, et puis j'aime le théâtre local, je trouve que c'est vraiment génial. Comment est-ce que vous expliquez le théâtre en Platte et le succès qu'il peut rencontrer ? Moi je dis c'est quelque part, c'est encore quelque chose qu'il faut préserver dans notre région et qu'il faut garder à tout prix. Hein. Le Platte, c'est très important. On est dans une région où on le parle et je trouve que c'est très important de le parler et que ça ne se perde surtout pas. C'est malheureusement le cas, hein, ça se perd, mais je crois qu'il faut vraiment perpétuer, il faut continuer le plus longtemps possible. Moi, je connais encore la langue maternelle, donc on ne veut pas la perdre. Les cours sont leur langue, autant qu'on garde la nôtre. Wenn einer mich mal Sugar macht, das bist du. Et depuis qu'on s'est connus, hein, tu me fais tourner la tête. Du machst mich. Oh. Et il n'y a pas que le théâtre qui attire les foules dans notre territoire, les échecs aussi. Samedi dernier, une première rencontre était organisée au Domino's Bar de Lemberg. Voyez ce reportage d'Emilia Zell et Guillaume Dumonteil. Bah oui, et de toute façon, tu peux même pas. Bah oui, mais là tu me manges et là je puis pas. Bah oui, là tu peux pas non plus, comme l'autre. Bah oui, c'est ça. Et tu peux pas sauter de case. La première rencontre d'échecs organisée par le Domino's Bar de Lemberg a été un succès. En effet, une trentaine de personnes a participé à cet événement destiné à tous dès l'âge de 6 ans. Dans une atmosphère décontractée, les joueurs se sont affrontés en faisant fonctionner leur méninge. L'idée était que chacun puisse jouer contre tout le monde. Après cette première rencontre réussie, le Domino's pense en organiser d'autres. L'événement pourrait ainsi devenir mensuel.
Après les échecs, place à la belote. L'établissement emblématique de Lemberg organise ce samedi en coopération avec l'association Senior Fleurs de Cristal une après-midi de belote à 4. Si vous souhaitez y participer, rendez-vous au Domino's Bar de 14h à 18h. Dans un instant, ne manquez pas notre rendez-vous Histoire d'Histoire. Aujourd'hui, focus sur la Paulus-Mühle à Sourtes. Mais avant cela, voyons les prévisions météo pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, la couverture nuageuse s'épaissit à nouveau demain, mais le temps restera sec. Côté température, les minimales resteront négatives et les maximales ne dépasseront pas les 2 degrés. Avec le retour du froid, soyez prudents sur les routes qui pourraient être glissantes. Demain, nous fêtons les Cécile et il fera jour de 7h52 à 16h42. Passez tous encore une belle journée et à demain. Ça a l'air appétissant tout ça. Alors qu'attendez-vous pour vous joindre à notre table? Dans ce nouveau numéro Grenzenlos, l'émission transfrontalière, on part à la rencontre de restaurateurs des deux côtés de la frontière franco-allemande. Vous en saurez plus sur ces personnes qui travaillent en coulisses pour vous régaler les papilles tout au long de l'année. Ne ratez surtout pas une miette dans ce numéro gastronomique diffusé cette semaine sur nos antennes. Direction le pays de Bitche où la nature cache parfois des trésors d'histoire méconnus. La Paulus-Mühle, nichée entre les collines de Sourtes, est l'un de ces lieux emblématiques qui racontent un passé riche de traditions et de travail. Mosaïque Cristal vous propose de plonger dans la restauration et l'histoire de cette ancienne meunerie transformée en maison d'hôtes. Regardez. En forêt de Sourtes, la Paulus-Mühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. La Paulus-Mühle est devenue un lieu unique, mêlant charme d'antan et renouveau, un hommage à la mémoire et au savoir-faire des générations passées. Nous sommes dans une vallée particulière et très ancienne, la vallée d'Heidenheim, entre Sourtes et Montbronn. Cette vallée irriguée par le ruisseau de Saint-Louis qui a fait tourner dès le XVIIe siècle le moulin de la Paulus-Mühle, malheureusement aujourd'hui détruit, et la Paulus-Mühle où nous nous trouvons. Ce moulin et scierie ont été construits en 1711 sur autorisation du duc de Lorraine par des familles originaires du pays du verre, les Oberhauser et les Walter. Donc, cette construction, typique du XVIIIe siècle, répond à un plan habituel, à savoir le moulin, avec l'emplacement de la roue, la maison d'habitation et la scierie. La famille Walter conserve le bien jusqu'à la Révolution, où, en 1793, comme l'indique ce linteau, Chrétien Stockober rachète le moulin. Lui-même, on le voit sur ce nouveau linteau, positionné ici, qui date de 1829 et qui traduit l'agrandissement du moulin, en plus de la scierie qui était présente. Au milieu du XIXe siècle, la famille, les héritiers Stockober, revendent le site, le moulin, naturellement la scierie, au Burguin Schwerer, la verrerie de Meisenthal. Pourquoi? Simplement pour installer ce nouveau bâtiment, une taillerie que l'on repère facilement à travers ce système de poulies et surtout ces vitres où était positionné le tournage pour graver les verres.
Un bâtiment typique de taillerie, hein, très en longueur, pas très haut, avec beaucoup d'ouvertures, hein, comme je l'ai précisé. Mais cette taillerie cessera de fonctionner à la fin du 19e siècle. À partir de ce moment-là, ce sera la famille Rimlinger, des familles de meuniers, hein, qui sont notamment présents à Rallin, qui reprendra le site. Et il y avait une date qui rappelait cette transformation en 1895, c'est ce linteau qui malheureusement a disparu. La famille Rimlinger poursuit l'activité de meunerie, s'engage encore dans l'activité de scierie, l'activité agricole, hein, qui est toujours présente, comme le démontre l'ancien bâtiment présent ici, en face de nous. Et une nouvelle activité va voir le jour sur le site, une activité réputée, puisque la population de Montbronne et de Sourtes viennent dans la vallée pour les travaux agricoles, viennent récupérer la farine, viennent aussi récupérer du sable et s'arrêtent ici pour se restaurer. Puisque à cette époque, avant la Seconde Guerre mondiale, surtout, le site était récupéré pour le meilleur casse-croûte de jambon et d'œufs. On est à quelques centaines de mètres du moulin de la Paulusmühle, sur le site de la Pauluskapelle. On retrouve notre meunier Christian Stockober qui a érigé ce magnifique calvaire avec sa femme en 1826. L'église, elle, est plus ancienne, 1866. D'après la légende, c'est un fermier protestant qui aurait récupéré des pierres de l'ancienne église du village d'Eidenheim, dont on ne retrouve plus mention après le XVe siècle. Pour preuve de la monnaie du Moyen-Âge a été retrouvée sur ces dates en 1936. Le site est délaissé dans les années 60 jusqu'au rachat par la famille Schmitt dans les années 1990. Alors Tommy, toujours au boulot? Bah oui, toujours en train de bricoler un petit truc, bien sûr. Voilà, bah je lâche mes outils pour vous parler un peu de notre site, acquis avec ma famille dans les années 90. Alors nous avons commencé par le bâtiment ici, parce qu'il fallait bien qu'on habite assez rapidement quelque part. Nous avions une maison un peu tirée d'achat que nous avons vendue sur un coup de tête pour justement venir ici. C'est un lieu qui était à vendre et quand j'ai entendu que c'était à vendre, en fait, je ne tenais plus en place parce que quand j'étais petit, venant de Sourtes, nous avons passé beaucoup de temps ici avec les copains et puis c'était un peu un rêve. Alors un rêve qui était difficile à faire comprendre à la famille, mais ça a passé. Donc nous avons rénové dans un premier temps ce bâtiment-là, qui était complètement en mauvais état. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de portes. À l'intérieur, tout était à refaire. Et nous avons assez rapidement, au bout d'un an, pu habiter ici, alors que tout le reste autour était en ruine. Dans un second temps, ce bâtiment-là qui était complètement à terre, nous avons dû récupérer énormément de matériaux à droite et à gauche. Une ancienne maison récupérée rue de Neudorf, qu'un habitant a souhaité démonter. Nous sommes allés la démonter là-bas, en famille, avec l'aîné surtout à l'époque. Et les pierres d'angle, les encadrements de fenêtres et même les volets et la fenêtre qui est là viennent donc de là-bas. Ensuite, il y a énormément de matériaux récupérés un peu partout, des tuiles à Rohrbach-les-Bitsch sur une maison démontée, au moulin de Meisenthal, là où il y a le karting maintenant. Beaucoup de matériaux récupérés. Et ensuite, les poutres des arbres abattus ici et sciés par nous-mêmes aussi. Voilà, donc beaucoup de matériaux de récupération. Il ne restait plus rien ici, tout était vandalisé, disparu, parti dans le sol ou ailleurs. Le moulin de Butten a été récupéré aussi, toutes les transmissions, tous les outils, toutes les meules du moulin de Butten sont ici. Des vieux fours à pain que je peux peut-être vous montrer un peu par ici. Alors 2 anciens fours, petite terrasse pour le café quand il y a l'ouverture le dimanche.
Et ensuite, pareil là-bas, tous les encadrements de fenêtres, toutes les portes, c'est que de la récupération. Avec un gros projet encore sur la route du Moulin, c'est ce qui me passionnait le plus. Tout ce qui se meut par la force de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ça a une force tranquille. Et c'est la nature en fait qui nous donne ce cadeau pour se faire mouvoir des éléments, des machines. Et cette fameuse roue qu'on veut remettre en état, elle actionnait le moulin à farine et la scierie et à un moment donné la taillerie de verre. Alors le bâtiment qu'on voit ici, le moulin, il était complètement il n'était pas démoli, mais il était en très mauvais état. Et quand on a travaillé dessus, on s'est rendu compte qu'il fallait descendre. Et à un moment donné, on était sur les fondations qui sont en fait, c'est un radeau en bois sur lequel le bâtiment a été construit. C'est du bois de pin et le bâtiment est construit là-dessus. Alors on avait dû pomper l'eau, on a dû refaire les fondations. On a remonté le bâtiment comme il est là maintenant avec des pierres de récupération d'ici et beaucoup aussi de ailleurs. Par exemple, les encadrements de porte, c'est des encadrements de porte qui viennent d'ici, avec les inscriptions, avec la swastika, avec Stockover, tout ça, ça vient d'ici. Par contre, il y a des montants de fenêtres et des linteaux de fenêtres qui effectivement étaient naturellement tous plus en bon état. Alors on les a récupérés ou on a pu à Meisenthal, sur d'autres maisons, Volksberg. On est allé un peu partout pour faire de la récupération de matériaux qui ont été utiles pour la reconstruction d'ici. Quand on fait du tourisme, ce qu'on va voir, c'est les maisons, les colombages. C'est ça qui m'anime en fait. Et ça me passionne parce que ça ne crée pas de pollution, ou le moins possible. Ça n'entraîne pas beaucoup de déplacement de matériaux. Et c'est tellement plus agréable et plus nourrissant intérieurement quand on le prend là où c'est. Voilà, je suis le plus jeune fils de Tommy. C'est moi qui ai repris le projet de mes parents et donc qui a décidé dans les années 2017 de reconstruire le bâtiment après un accident de mon père. Donc j'ai senti la nécessité de reprendre ce projet en main parce que j'avais peur que ça n'aboutisse jamais. Et on a donc entrepris la reconstruction du moulin et de l'ancienne habitation juste derrière moi. Et j'avais vraiment à cœur que ce bâtiment soit refait à l'identique avec les techniques de construction traditionnelles que j'ai mis en œuvre ici. Et ensuite, on a rapidement eu le projet avec ma compagne d'en faire une maison d'hôte, vu les surfaces importantes que contiennent le bâti, pour valoriser le patrimoine et en faire profiter aussi à d'autres gens. Et donc on a ouvert notre maison d'hôte en juin 2024. Et on a donc 3 chambres avec les petits déjeuners et repas du soir qu'on fait. On a des gens qui viennent rechercher le calme, l'accès direct à beaucoup de chemins de randonnée ici autour et le lien avec les sites verriers de Meisenthal, Saint-Louis-les-Bitches qui sont accessibles à pied d'ici, qui est très intéressant.